Ma première rencontre avec Aymeric s'est passée quand j'ai rencontré Sam et Aymeric pour justement mon poste. Et c'était au mois de mars, je crois, dernier, et j'ai intégré l'équipe en avril. Je crois que la première rencontre qu'on a eue, il m'a demandé un service par rapport à un bateau qui devait se mettre devant nous. J'ai rien compris ce qu'il m'a annoncé. Je me suis dit, il est trop bizarre, mais il a l'air sympa. C'est bon, j'ai changé d'avis depuis, ouais, carrément, avoir passé quelques heures, quelques journées, quelques mois ensemble, là, découvrir le personnage. Ma première rencontre avec Aymeric, c'était l'année dernière, sur les premiers Grands Prix. Aymeric était navigant et moi j'étais déjà technicien. Bon, on s'est croisés depuis longtemps. On a fait la Jacques Vabre en même temps il y a 6-7 ans, l'un contre l'autre. Ouais. Et puis on a fait la route de Rome l'un contre l'autre il y a 3 ans. Donc là on s'est côtoyés un peu plus parce qu'on n'avait personne à bord pour parler, donc on parle avec les compétiteurs. Et on a fini une régate 1 et 2 juste à côté. La route de Rome, moi j'ai abandonné, donc c'est lui qui a fini deuxième. Et le dernier Jacques Vabre, lui il a fini troisième et moi je finis deuxième, donc un partout. Et par contre il reste la première place à chercher sur la Jacques Vabre. Aymeric, l'impression qu'il m'a fait quelqu'un de très humain, simple. Un mot pour définir Aymeric, je sais pas, investi. Il est, je sais pas, il est polyvalent. J'ai pas un mot comme ça. Il faut me laisser un peu plus de temps pour réfléchir, mais. Un mot pour définir Aymeric, je dirais hyper compréhensif. Je sais pas comment le. Ouais, je dis ouais, compréhensif. Il est toujours à nous aider. Il est toujours un petit mot pour nous soutenir. Il est toujours là pour nous, quoi. Toujours là pour l'équipe. C'est cool, quoi. Humain. Contact humain, quoi. C'est quelqu'un qui va toujours chercher à comprendre, qui va aider, qui va toujours être là pour comprendre s'il y a des situations difficiles ou pas, qui sera là pour écouter. Il a beau avoir une idée, il va écouter ton idée et juger, voilà, est-ce que ça se trouve elle est meilleure, et c'est quelqu'un d'hyper humble et tout ça, et d'humain dans le sens où ouais, il fait passer, en fait, il va faire passer son équipe, ses gars, quoi. Avant beaucoup de choses, quoi. Et on sent qu'on peut vraiment se reposer sur lui et qu'à tout moment il est là pour nous aider, quoi. Ah bah pour moi c'est mon pote, quoi, en fait. Non, c'est super bien trouvé. Il est, ouais, c'est quelqu'un de très humain, de droit, de juste. Il a plein de facettes. C'est pour ça que c'est compliqué en un mot. Aymeric, en un mot, ce serait le fonceur. On était ensemble en école il y a 20 ans de ça, même plus de 20 ans. Et c'est toujours un type qui a été, sinon assidu sur les bancs de l'école, en tout cas, il avait des résultats qui lui permettaient de s'exprimer à fond dans la voile et dans le surf. Moi, je l'ai un peu suivi en surf au début quand on pouvait sur Île de Ré ou ailleurs. Et ouais, c'est un fonceur. Je pense qu'il a peur de rien, il est dur au mal. Donc je ne crois pas avoir jamais imaginé Aymeric faire ce métier pour de bon, mais on a toujours su qu'il avait quand même la passion de l'océan, la passion de la voile et la passion et l'amour du sport de glisse en général. Bien, en fait, ce partenariat il s'est écrit depuis bien longtemps, puisque je pense qu'en 2015 ou 2016, Aymeric lance sa première transatlantique sur un mini qu'il avait lui-même construit de mémoire. Et puis arrive le moment de Aina, Enfance et Avenir, qui est une association malgache d'aide aux enfants en difficulté. Et le projet d'un bateau qu'il a porté, un classe 40. Et c'est là où on a décidé de s'engager à côté d'Aymeric, aux côtés d'Aymeric et de l'association, pour lancer 3 ans de course et 3 ans souvent de victoire et de podium pour Aymeric. Mais avec la volonté surtout pas de mettre réalité en gros sur la coque,
mais de participer à une association, et c'est important pour nous. Cette thématique de l'enfance, eh bien on a bien accroché sur le fait de porter et d'avoir quelque chose d'assez profond avec eux. Un petit mot pour Aymeric. Alors ce ne sera pas un mot qui aura trait à nos années étudiantes, puisque tous ces souvenirs-là sont bien lointains. Non, j'ai Aymeric, fonce, lâche rien, fais comme d'habitude. Bourrine. Oh, on a eu des belles années, c'est vrai qu'elle est à l'Exy, à La Rochelle. Des beaux moments de partage, c'est vrai qu'on a régulièrement surfé pendant l'hiver, et effectivement c'est aussi un passionné du monde nautique et effectivement qui me suit depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'on partage toujours cette passion de la mer. Et je suis très content de le voir sur cette petite interview. On s'est bien trouvé, je pense que même au sein de toute l'équipe, tous les 5 on s'est bien trouvé, ça a assez vite matché entre nous. Ce qui est chouette d'ailleurs parce que c'est une équipe qui est récente et la preuve c'est qu'on a fait cette première saison de Pro Sailing Tour et on a tout gagné. Et tout ça dans une ambiance très conviviale et très sympathique, avec toujours cette notion de performance, on est très concentré là-dessus. Mais ça se passe dans la joie et la bonne humeur, donc c'est parfait. Et surtout, l'exercice qu'on va faire qui est la Jacques Vabre, c'est rien à voir par rapport aux 4 regattes qu'on a gagnées jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on ne soit pas à 5, on soit tous les deux. Et en plus que ça, on est parti pour 2 semaines et pas pour 12 heures. Donc, il ne reste que la Jacques Vabre. Après, on sait très bien aussi que les enjeux ne sont pas du tout pareils. Le défi n'est pas du tout pareil, la façon de faire n'est pas du tout pareil. Donc on reste humble, on sait qu'on a plein de choses à apprendre de ces bateaux-là, on a plein de choses à apprendre de nous, on a plein de choses à apprendre de tout. Donc on ne pense pas qu'on est des favoris. On sait que si on a envie de gagner, il va falloir aller les chercher, il va falloir bien naviguer. C'est pas tout à fait pareil et les autres compétiteurs, eux, ils sont beaucoup plus expérimentés dans cet exercice-là que dans l'exercice petit parcours. On sait qu'on a un bon bateau, on sait qu'on a un super bateau. Et on est arrivé, nouvelle équipe, nouveau bateau, voilà, nouveau fonctionnement. On a fait avec le Pro Sailing Tour, on arrivait vraiment en mode, bah voilà, on sait que ça fait pas très longtemps qu'on est dans la classe les gars, on est là pour faire le mieux et finalement on s'était dit en début de saison on va se mettre un cran à ce cran-là et qui était assez élevé et finalement on se rend compte que bah, ça a plutôt bien payé quoi. Faut pas se reposer sur ses lauriers et voilà, on a une transat à gagner et on veut la gagner en tout cas quoi. Donc ouais, là en ce moment on fait tout pour et le bateau il commence à être pas mal du tout là ouais. Non mais moi j'ai vraiment hâte d'être au Havre, ça va être une super aventure. Là il reste 3 semaines pour finaliser les détails mais on est plutôt content de là où on est aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est sûr qu'il faut travailler énormément la communication, les confiances entre nous. Il faut savoir qu'on va avoir le haut et le bas, moi et moi, et parfois le bas va être en même temps, parfois il va être écarté, parfois le haut il va être en même temps, mais c'est quelque chose à gérer, c'est sûr. Alors quand ils sont en mer, effectivement, bah, ils savent qu'on est derrière, on échange quasiment quotidiennement. Soit parce qu'il y a des problèmes techniques, ou soit parce qu'on a juste envie d'échanger et de se raconter comment ça se passe et avoir des nouvelles. Ils le sentent, ils le savent en fait qu'on est derrière eux, tellement on est impliqué et investi dans le projet. C'est notre vie en fait, ça nous fait vibrer et ça nous plaît. On est tous poussés par cette envie de gagner, donc on sait qu'il y a un moment qui va être facile et le moment qui va être dur. Et on sait que c'est le moment dur normalement où on peut faire la différence. Donc là on se dit bah là il faut y aller, il faut vraiment pousser maintenant, il faut vraiment trouver la limite maintenant parce que c'est là où ça va se jouer.
C'est une relation on va dire, de confiance, d'amitié, parce que on met notre vie un peu entre leurs mains, notre vie, parce que le skipper ou le co-skipper n'a pas le temps de tout vérifier, le matériel de sécurité, le tour du bateau. Alors on regarde effectivement, on est toujours à l'affût du moindre petit problème sur le bateau, mais effectivement on leur fait confiance. Donc il y a vraiment une relation de confiance énorme qui se crée avec eux. Et puis sans eux, on ne ferait rien, parce que s'ils ne sont pas bons, s'ils ne sont pas efficaces, on risque de casser, le bateau sera moins optimisé, et puis ça peut mettre notre vie en danger. Donc on a vraiment une relation. Il y a toujours un petit pincement au cœur, hein. Là, on sait qu'on est à 3 semaines, 1 mois, là, même un petit mois, même pas. On a la chance, il fait encore beau. Si ça partait dans ces conditions-là, ça serait idéal. On appréhende toujours un petit peu. Ce sera la 4e. Mais ouais, il y a toujours cette adrénaline qui commence à monter au fur et à mesure. En particulier cette année, parce que les 3 autres, je les avais fait en classe 40. Là, je suis en Ocean 50, un trimaran de 50 pieds par 50 pieds. Et c'est un autre bateau, et un peu plus extrême. C'est-à-dire que celui-là, si on n'est pas attentif, on peut se retourner. Donc il y a un peu plus de stress, en particulier dans les conditions difficiles, si on commence à avoir 2-3 dépressions en tout début. Mais c'est pour ça qu'on va aller s'entraîner la semaine prochaine. Il y a vraiment une bonne dépression qui arrive avec Sam, pour aller justement se préparer et s'amariner un peu, et voilà, se mettre en pied pour bien préparer ce départ de la Jacques Vabre. Là, on est à Sainte-Marie, sur l'île de Ré, à 2 encablures de La Rochelle, qui est derrière nous, et sur une petite plage qui est tranquille, hein, hors saison, avec une vue assez dingue sur l'île de Léon, Fort Boyard et l'île d'Aix. Et j'ai passé beaucoup de temps ici, beaucoup d'années. C'est sur cette plage-là que je révisais mon bac au mois de juin ou au mois de mai, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est un endroit que j'apprécie. Et en fait, ma grand-mère habitait sur l'île de Ré, mais de l'autre côté, à la flotte. Donc ouais, effectivement, l'île de Ré a toujours été bien présent chez moi. En fait, j'ai commencé à naviguer, c'était mes parents qui construisaient un bateau. J'ai appris à marcher sur un bateau. Donc c'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu naturel chez moi aujourd'hui. Mais non, j'ai tout de suite accroché. En fait. J'avais déjà un peu cette passion, ou en tout cas cette attirance. Après, effectivement, au début, on découvre un peu la voile l'été sur les petits bateaux, optimiste, Kata, il fait beau, c'est super, on peut dessaler, c'est génial. Et puis après, quand on commence à attaquer effectivement on appelle ça l'école de sport, où en fait on se retrouve à naviguer toute l'année, même en hiver, effectivement, on a perdu quelques enfants au passage. Il y en a qui restent pas très longtemps. Quand on commence à voir les pieds gelés et les tempêtes et tout ça, hivernal, c'est vrai qu'il y a un peu de personnes qui lâchent les bras. Mais non, moi ça ne m'a pas découragé, au contraire, ça m'a encore plus motivé pour continuer. Marin, ouais, toujours eu envie d'aller faire, ancré depuis tout petit, la mine transat. C'était un truc, mon père avait tenté de la faire en 79 et après en 81, il avait coulé en 79 et son bateau n'était pas arrivé au départ en 81. Donc
Ouais, ce challenge mini, un petit bateau, une seule personne, un océan, sans communication. Donc ouais, c'était un challenge que je m'étais un peu mis quelque part dans la tête. Après, ouais, j'avais d'autres passions, vraiment la passion, vraiment une grosse passion pour la mer en général. Un ami d'enfance qui avait fait la mini l'année avant, Fabien Després, qui était navigué sur le 617, et qui m'a dit bah tiens, viens faire un tour, ça me ferait plaisir. Et puis on a fait un tour dans la baie. C'était un moment où c'est vrai qu'il y avait 15-20 nœuds, le bateau il filait, on était allé faire un bon tour, et puis après il m'a amené faire une course au large dans l'année. On a relié Douarnenez au Sable d'Olonne. Et là, je me suis dit tiens, j'aimerais bien en faire. Et c'est là où quasiment est né mon projet Mini Transat. Et l'année après, on me prêtait un bateau pour faire deux épreuves, dont la grosse épreuve, c'était un aller-retour au Fastnet. Fastnet où j'avais jamais mis les pieds, j'avais jamais vu, juste entendu les histoires de 79, les tempêtes et un peu le mythe de ce rocher-là. Et ça a tout de suite matché avec Gaël Ledoux, qui est d'ailleurs en train de faire la mini aujourd'hui, qui était aussi originaire de La Rochelle. Et on a pris une bonne grosse tempête en arrivant au Fastnet. On était tous les deux malades, dans les creux de 4 mètres, 40 nœuds de vent sur une petite coque de noix, sur une Mini 50 où les vagues, toutes les minutes, remplissaient le cockpit. Et on se demandait, assis, gros lottant, ce qu'on pouvait bien faire là, pendant quelques heures. Donc ça durait toute la nuit. Puis à 5h, 6h du matin, le jour s'est levé, puis tout d'un coup, le vent, il a tourné à 95 degrés et ça a molli, entre guillemets, il n'y avait plus que 22. Puis là, on commence un peu hagard de la nuit passée, en train de taper sur le compteur, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends plus là. Ah, putain, ça a molli. Et là, je fais debout, allez, c'est reparti, on balance le spi. Et c'est là que j'ai compris que finalement, le baptême du feu était passé et que j'avais accroché. Ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on a de la chance, c'est un peu comme on a peu d'autres sports comme ça, c'est souvent des victoires individuelles ou en équipage réduit, mais il y a un gros travail d'équipe derrière. Et le résultat, finalement, avant une course, il y a 95% du résultat qui est déjà joué. Ce qui va se jouer sur l'eau, c'est les 5% qui restent. Donc effectivement, dans ce travail, il y a la préparation du bateau, d'avoir choisi des bons partenaires aussi, d'avoir qui ont confiance en nous, d'avoir choisi le bon bateau, le bon architecte. Et après, effectivement, il y a tout ce qui est le travail sur le bonhomme. Et ça, c'est hyper important. Donc effectivement, j'ai été suivi pendant de longues années. Alors sur la préparation physique, moi j'ai mon préparateur qui est physique et mental. Je considère un peu que les deux sont souvent pas mal liés. Et après aussi, il y a une grosse préparation sur le sommeil. Donc sur la préparation mentale, effectivement, on a fait beaucoup de... Je suis assez féru de sophrologie et d'imagerie. On sait que les 48 premières heures sont assez des fois compliquées à gérer. Et puis il y a un moment aussi où on passe de la foule à la solitude. Et il y a cette espèce d'abandon et puis c'est des courses qu'on travaille dessus pour aller les réaliser tout pendant 3 ou 4 ans. Donc c'est aussi l'aboutissement de beaucoup de choses et il ne faut pas se faire submerger par l'émotion à ce moment-là, il faut rester concentré, efficace. Essayer de gérer aussi nos craintes effectivement sur les conditions à venir. Et donc ouais, on avait un gros travail pendant 3-4 jours avant l'épreuve, d'1 heure de sophrologie en déjà, à un moment, c'était s'imaginer le départ pour effectivement pouvoir profiter du moment mais sans que l'affect et l'émotion ne nous envahissent. Savoir ce qui va se passer, voilà, on va dire au revoir à tout le monde, après ça va être le départ de la course, la tension va monter, et puis après on poursuit comme ça sur l'imagerie sur 24-48 heures pour imaginer, effectivement, on commence déjà à savoir la trajectoire qu'on va faire, la dépression qui nous attend. Donc là on va mettre sous telle configuration, on va passer sous un tel, il faudra être prêt, il y aura peut-être un choix difficile à faire à ce moment-là, et puis après ça va monter, donc comment le vent va monter, il va monter
on va être obligé de changer tel voile, comment je peux faire pour que ça se passe le mieux possible. Il y a une manœuvre périlleuse qui va être celle-là. Donc en fait on imagine et en fait quand on vient dans l'action, on la fait de façon naturelle, automatique et sans émotion. C'est vrai qu'on a de la chance de faire un sport incroyable. Des levées de soleil ou des levées de lune. Cette vague, ces deux vagues incroyables, je me trouve dans la route du Rhum. Être accompagné par des milliers de dauphins. C'est vrai qu'on a quand même la chance de vivre des trucs incroyables. L'arrivée de la route du Rhum reste quand même quelque chose de marquant. L'arrivée de ma première transat, mini transat, c'est aussi quelque chose qui est très marquant. Il y avait ma femme qui m'attendait à l'arrivée, tout ça, et dans les deux cas. À la route du Rhum, il y avait ma femme et mon fils. Après, ouais, effectivement, les moments de gagne sont toujours, de gagne et de bons résultats sont des excellents souvenirs. Mais il y en a plein d'autres, des moments où juste tu surfes sur une vague, un ciel étoilé, la lune, la pleine lune, tu navigues à tombeau ouvert dans 25-30 nœuds de vent et puis c'est incroyable. On a la chance de voir des choses que, on va dire, que 99,9% des personnes ne verront jamais. Pour moi, il y a clairement deux catégories. Il y a ceux qui... Comme dirait, je ne sais plus qui il y a trois types de catégories. Il y a les vivants, les morts et les marins. Et effectivement, et c'est pour ça que c'est dur aussi sur les départs, parce que nous aussi on est terriens, on lâche notre vie de terrien pour devenir des marins pendant X semaines. Et la transition est difficile dans l'autre sens. Et oui, je pense que effectivement, les terriens qui ne sont que terriens ne vivront jamais ce qu'on arrive à vivre sur l'eau. Et du moment où on le vécu. Et je pense qu'entre les deux, il y a aussi les montagnards, les alpinistes, où effectivement on est des sports de nature et où on est à la merci des éléments naturels et on les respecte. Sur la route du Rhum, j'étais simple, j'avais déjà eu l'habitude de connaître ça. Donc on avait discuté avec le préparateur mental. C'est vrai que l'arrivée, elle était encore plus brutale que le départ. Donc 24 heures avant, moi j'avais mis la musique à bloc et des podcasts à fond dans le bateau pour me réhabituer, et des podcasts pour me réhabituer à parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent à côté de moi et c'est vrai qu'on vit à deux, je parle à deux. J'ai souvent en couple avec le bateau, surtout quand on est en solitaire. Et c'est vrai qu'on arrive, la coupure est assez violente. Alors, c'est cool au début parce que tu arrives, on est content de retrouver tout le monde. Le plus dur revient après en fait, souvent. On profite du temps avec la famille et tout ça, mais pendant 15 jours, 3 semaines, on a vécu avec pas grand chose. Vraiment, sur la pyramide de Maslow, la première couche, quoi. De quoi nourrir, dormir, manger. Et avec peu d'énergie à bord, à tout contrôler. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on vit des trucs extraordinaires avec peu, quoi. On essaye de minimiser notre impact. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a 2-3 classes de bateaux qui me dérangent un peu, les IMOCA, tout comme ça, qui sont toujours plus à la course à l'armement, alors qu'on s'aperçoit que le Vendée Globe, cette année dernière, avec la victoire de Yannick, qui n'était pas l'un des derniers bateaux, mais de la génération précédente, qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'audimat. Et pour le coup, ils sont allés aussi vite que 3 éditions précédentes. Donc ils ont arrêté d'accélérer et ça a rendu d'autant plus la course intéressante. Donc c'est pas parce qu'il y a la technologie qu'on est obligé de s'engouffrer là-dedans et dépenser des millions et échanger des foils en permanence sans se préoccuper de l'impact que ça peut avoir. Donc ouais, moi je ferais plutôt pour plaider une décélération. Une petite décélération dans la voile, ça ferait pas de mal.
Et en tout cas, avoir des bateaux, on va dire, plus sustainable, plus durable. Et avant tout, pour que ce soit plus durable, il faut qu'on ait des règles de classe qui soient plus restrictives pour que des bateaux... Et aujourd'hui, on a la chance, et c'est pour ça que j'adore cette super-là qui est l'Ocean 50, c'est qu'on navigue avec, il y a 7-8 concurrents. Et aujourd'hui, tous les bateaux vont quasiment à la même vitesse, entre le dernier né qui est né l'année dernière et celui qui est né il y a 12 ou 13 ans. Et ça, c'est une réelle force de la classe, c'est-à-dire que les bateaux durent, et du moment que les bateaux durent, ils s'amortissent en termes carbone, et puis on n'a pas besoin d'être à la course à l'armement, avoir toujours le plus de budget pour en faire toujours plus que les autres. Donc ouais, c'est une classe qui m'attire aussi, ça. Après, sur l'Ocean 50, ouais, mais c'est possible, mais ça reste très, très marginal. Ça ne reste pas sur des pièces qui sont structurelles, c'est plus sur des pièces d'aménagement, comme la casquette, le roof. Donc ouais, de toute façon, il va falloir trouver des solutions, parce qu'effectivement, on ne va pas continuer à consommer de la résine comme ça. Donc essayer de trouver effectivement des solutions. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que ça sera autre chose? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est bien de s'y intéresser, c'est bien de travailler dessus. Et effectivement, c'est un super projet.